Une soirée qu'on a organisée en collaboration avec Attaque Québec, qui on remercie comme organisme qui nous a aidé dans la configuration et dans la promotion de cette activité. Sûrement qu'il y en a certains ou beaucoup parmi vous qui vous êtes ici grâce à leur publicité qui complémente la nôtre. Alors, c'est sur cet angle de collaboration que la soirée va avoir lieu. Vous savez, on ne pouvait pas ne pas faire une soirée au Centre de justice et foi sur la question de l'austérité. C'était assez évident qu'un sujet avec une portée si importante sur la question de justice sociale, d'équité au Québec, on ne pouvait pas passer à côté. Mais en même temps, quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on veut faire, nous, comme Centre de justice et foi, en référence à ces sujets, et on s'est posé la question parce que c'est un sujet, comme vous allez voir, quand même assez large, non? Et il fallait quand même, comme on aime dire ici, quel angle d'attaque on allait prendre pour traiter le sujet. Et une première chose qui nous est apparue, c'est qu'on ne voulait pas, en quelque part, répéter des choses que plusieurs organismes ont fait déjà en analysant la question des mesures d'austérité actuellement en cours au Québec depuis quelques années. Et on voulait, en quelque part, être complémentaire, faire un apport qui serait complémentaire à ce que d'autres organismes ont fait. Et il y avait différentes possibilités et on a fait un choix. En fait, notre choix s'est articulé sur 3 axes. Pour être bref. Un premier axe qui nous semblait fondamental, c'est vraiment questionner, remettre en question, déconstruire cet lien qui semble, aux yeux de certains, même sensible à des questions sociales si évidentes entre mesures d'austérité, équilibre budgétaire et lutte contre le déficit de finances publiques. Au point qu'il y en a qui voient ça comme une fatalité malheureuse, te disent, mais qu'on n'a pas le choix de passer par là. Ça nous est apparu comme un premier axe que vous allez voir aujourd'hui, qui va être traité et, je vous assure, assez bien déconstruit et analysé dans sa fausseté, dans son non-sens. Sur 2 thématiques plus précises, nous avons choisi d'abord analyser à niveau de l'éducation. C'est sûr qu'on aurait pu faire services sociaux, santé, monde du travail, différents sujets, différents domaines thématiques. Si nous sommes pensés sur celui de l'éducation, c'est parce que, tout en n'étant pas les seuls, a des répercussions à moyen et long terme assez graves, non? Quand le domaine de l'éducation est remis en cause par les mesures d'austérité et la qualité de cet enseignement ne peut pas faire face aux défis sociétaux qui sont les nôtres, ce n'est pas seulement les gens du présent qui vont en souffrir, mais dans les générations à venir, parce que c'est un changement d'orientation qui s'impose. Ce n'est pas seulement des mesures ad hoc appliquées quelques années, mais c'est toute une autre vision de l'éducation et de l'accès à l'éducation qui est mise de l'avant avec l'excuse en se justifiant par les mesures d'austérité. Un deuxième domaine qui nous semblait aussi essentiel à traiter, parmi ceux qu'on aurait pu choisir, c'est comment la pauvreté affecte la situation des femmes, et particulièrement la situation des femmes déjà qui sont prises dans des situations de pauvreté ou de précarité. Il nous semblait important, parmi d'autres choses, parce qu'elle compose à peu près les 50% de la population du Québec, et il y a des éléments, comme vous allez voir dans la soirée, qui sont spécifiques à cette population, qui les affectent d'une façon singulière, spécifique, et on ne voulait pas non plus laisser ça de côté en tenant compte du nombre important de personnes qui sont touchées et aussi la répercussion qu'à moyen et long terme ceci peut avoir. Évidemment qu'on aimerait ne pas en rester à l'analyse ou à la description des problèmes, mais aussi essayer, dans la mesure du possible,
dans cette soirée, qui est limitée quand même dans le temps, de sinon faire des propositions alternatives claires et nettes, d'ouvrir d'autres perspectives, qu'on peut faire les choses autrement. Non? Qu'une soi-disant lutte contre un déficit public, aussi en lui-même, il faudrait voir jusqu'où il est réel ou imaginaire. On n'a pas à en payer un prix à niveau de société si lourd qu'on est en train de nous imposer. C'est dans cet esprit que nous avons choisi nos panélistes, que je vais vous présenter au fur et à mesure de leurs interventions. Et en premier lieu, c'est Claude Vaillancourt, qui est écrivain, professeur au Cégep et président d'Attaque Québec. Et j'ose dire aussi, si tu me permets, Claude, quelqu'un que si vous voulez savoir c'est quoi les paradis fiscaux, il pourra vous expliquer, pas parce qu'il a une expérience des paradis fiscaux, non, c'est pas ça la question, sinon parce qu'il s'est penché depuis longtemps, et je pense que je ne sais pas si c'est la meilleure personne au Québec, mais parmi les meilleures personnes qui peut vous entretenir sur ces sujets, qui n'est pas sans avoir de lien avec les questions des mesures d'austérité. Non? Alors, nous lui avons demandé de traiter la question de quel est le lien réel ou imaginaire entre les mesures d'austérité, la lutte contre le déficit de finances publiques et ou l'équilibre budgétaire. Non? Et vous avez, Claude, 20 minutes pour nous convaincre que ce lien n'est pas réel, mais c'est de l'ordre de l'idéologique et de l'imaginaire. Voilà, merci Augustin, merci au centre, à la Revue Relation de cette invitation. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher de commencer mon histoire par une anecdote parce que je la trouve quand même assez savoureuse. Vous savez, notre premier ministre, M. Couillard, quand il était en Arabie Saoudite, il faisait pas juste placer son argent dans les paradis fiscaux, il avait aussi beaucoup de temps libre. Alors, c'est un passionné d'histoire. Et dans l'histoire, il s'intéresse plus spécifiquement au 18e siècle français. Dans le 18e siècle français, il s'intéresse plus spécifiquement à la Révolution française. Et dans la Révolution française, il s'intéresse à la guillotine. Monsieur Couillard a donné 2 conférences sur la guillotine, très suivies et semble-t-il d'une très, très haute qualité. Alors, il y a quand même la suite dans les idées quand on est premier ministre, puis on coupe les programmes un petit peu partout, puis on veut pas que ça fasse mal. Il y a quand même un certain lien à faire. Bon, mais allons-y quand même avec des choses plus sérieuses. L'austérité. Alors, pourquoi l'austérité? La réponse est très simple, parce qu'on n'a plus les moyens, parce que l'état de nos finances publiques ne nous permet plus parce que, vous savez, quand on a trop dépensé, on n'a plus les moyens, il faut s'arranger avec. Alors, cette affirmation a 2 avantages. Premièrement, c'est logique, hein, parce qu'on n'a plus d'argent, donc, à ce moment-là, il faut se priver. C'est comme dans toute famille, si on n'a plus les revenus, on peut plus se permettre de dépenser comme avant. Et c'est aussi très culpabilisant. Hein? Alors, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, j'ai trop dépensé. Alors maintenant, on est tous un petit peu judéo-chrétiens. Je mérite d'être puni. Et les plans d'austérité, ce sont quand même des belles punitions, hein, parce qu'on y goûte quand même pas mal. Mais finalement, c'est quand même pas que l'argument que les gouvernements vont servir. Hein? Le gouvernement se sert plutôt de la question, Guy en parlait, de la question du déficit. Alors, pourquoi on faut faire des plans d'austérité? Parce que on a des déficits et ce déficit est un problème. Mais c'est pas vraiment un problème, un déficit. Pourquoi? Parce qu'en économie, c'est tout à fait normal qu'il y ait des déficits, il y a des bonnes années, hein, des années de vaches maigres et des années de vaches grasses, hein, vous connaissez ça. Et puis finalement, entre des surplus et des déficits, ça s'équilibre et puis les choses sont pas nécessairement dramatiques. Il y a même des économistes très sérieux, les keynésiens, quand ils disent qu'un déficit, c'est même nécessaire pour relancer l'économie. C'est exactement ce que veut faire au fédéral le gouvernement Trudeau, hein, quand on dit, écoutez, on va investir, puis à partir de ça, l'économie, on va faire des déficits pendant un certain temps, mais après ça, finalement, ça va se tasser, puis on va bien s'en sortir. Alors le gouvernement fédéral, c'est-à-dire le gouvernement Couillard, dit quand même que le déficit, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qui se cache dans le fond? Qu'est-ce que c'est que le vrai problème derrière le déficit? C'est très clair que c'est un problème de dette. Hein? On peut pas avoir un déficit trop longtemps, on peut pas avoir un déficit trop élevé. Pourquoi?
Parce que la dette augmente et la dette, il faut la payer un jour. Hein? Alors donc, ça veut dire que derrière l'austérité, il faut vraiment réfléchir à cette question fondamentale et incontournable de la dette. C'est intéressant de voir quand même, pour en revenir dans la question du déficit, hein, que toutes les mesures d'austérité ont été lancées au Québec suite à, je dirais, un cri d'alarme de ce gouvernement qui est le nôtre actuellement, comme quoi on avait un déficit de 5,8 milliards de dollars, c'est le déficit qui était prévu pour l'année en cours, et que le prochain déficit serait de 7,3 milliards si on faisait rien. C'est quand même là vraiment inquiétant et c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Cependant, il s'agissait d'un déficit inventé. Hein, un déficit qui n'a jamais existé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un de très fiable. Hein, c'est le journaliste, entre autres, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont dit, mais Gérard Filion. Hein, je vais vous citer le journaliste Gérald Filion, pardon. Il va dire la chose suivante. Puisque les comptes n'étaient pas encore terminés, puisque les réponses aux demandes des ministères n'avaient pas encore été données, puisque les revisions de programmes n'avaient pas été amorcées ou terminées, puisque certaines annonces n'avaient pas encore été budgétées, le gouvernement s'est emparé des chiffres du compte des dépenses au moment où les ministres du gouvernement Marois ont laissé leur travail de table pour partir des élections. Et ce sont ces chiffres qui servent aujourd'hui de base à leur communication pour expliquer les compressions budgétaires. Donc, on se lance dans des plans d'austérité sur des chiffres qui étaient faux et que le gouvernement savait faux. Hein? Alors donc ça, il n'y a pas vraiment de problème avec le déficit parce que, semble-t-il, ce n'est pas un déficit qui est tellement haut qu'on oblige à faire des plans d'austérité aussi radicaux. Alors, la dette québécoise, peut-être qu'on n'a pas un si gros déficit, mais peut-être que la dette, elle est problématique. Mais regardons-la. La dette québécoise, qu'est-ce que ça nous dit? Ben d'abord, la dette québécoise est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Hein? Et ça, j'ai consulté, même les sites de droite, ils l'admettent. Hein? Ils disent, oui, c'est quand même une grosse dette, mais oui, c'est vrai, on est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul dans le pétrin. L'économiste Pierre Fortin, hein, qui est quand même pas un révolutionnaire, là, Pierre Fortin qui avait appuyé le manifeste des Lucides, le manifeste qui disait qu'on avait un problème sérieux avec la dette. Qu'est-ce que dit Pierre Fortin aujourd'hui? Je le cite. Il dit « Les gens pensent encore que la dette est grave. La dette du Québec est pourtant une de celles qui ont augmenté le moins depuis 2009. La dette a augmenté de 40 points aux États-Unis, de 17 points en Ontario et de 5 points seulement au Québec. » Autre mesure intéressante, c'est la proportion de la dette par rapport au PIB. Hein? Mais ça, Jacques Parizeau, juste avant son décès, malheureusement. Donc, il va faire quand même, il va écrire, il va étudier la dette et dans des lettres au devoir, il va expliquer que finalement, le pourcentage de notre dette face à notre PIB, c'est quelque chose, c'est bien équilibré. Hein? Il n'y a pas de problème important là. Hein? Et sa conclusion, c'est pas la peine de coupler dans l'aide sociale pour ça. La dette aussi, ce qui est intéressant, c'est que notre dette québécoise, elle appartient à qui? Elle appartient essentiellement à des Québécois. Bon, pour une proportion qui est assez difficile à établir, mais ça tournerait autour de 80%. Mais la dette qui appartient aux Québécois, ça veut dire que elle n'est pas titrisée en majeure partie, elle n'est pas vendue à l'étranger, il n'y a pas de spéculation, donc, sur une dette qui nous appartient à nous. Hein? Ça veut dire qu'on garde le contrôle de cette dette-là et que finalement, c'est peut-être pas si dramatique que ça. Calme plat du côté des agences de notation. Il n'y a aucune agence de notation qui a menacé le Québec d'une décote, hein, parce qu'on aurait un problème avec notre dette. Et finalement, on nous dit ça, c'est le gouvernement, ils disent que, écoutez, le Québec, le Canada, a été relativement moins touché par la crise de 2007-2008 que dans les autres pays. Et dans les autres pays, c'est ce qui a servi de prétexte pour lancer les plans d'austérité à cause de la crise, parce que pour sauver des banques, on a investi des milliers de milliards de dollars. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, on est endetté. Donc, ce problème-là, semble-t-il, n'a pas affecté autant le Québec que les autres pays. Alors, finalement, si on regarde tout ça, on dit, ben, il n'y en a pas de problème avec la dette québécoise. Et c'est d'autant plus impressionnant que pendant les dernières années, ce que fait le gouvernement québécois, il s'est privé de sommes colossales en revenus. Hein? Alors même si on s'est privé d'aller chercher de l'argent, on arrive quand même avec une situation économique au niveau de la dette qui est relativement équilibrée et qui est loin d'être dramatique. Alors qu'est-ce que fait le gouvernement du Québec? Le gouvernement du Québec, le Parti québécois, en 2001, a fait des baisses d'impôts de 4,5 milliards de dollars par année. Les libéraux, quand ils ont pris le pouvoir en 2003, ils ont rajouté 2 milliards de dollars de plus.
Ils ont éliminé une taxe sur le capital qui rapportait pas loin d'1 milliard de dollars par année. Et l'IREC a fait une étude assez intéressante sur ça, l'Institut économique, donc, qui ont calculé que de 1997 à 2013, le Québec s'est privé de 8,4 milliards de dollars par année. Hein, c'est des sommes quand même considérables. Avec ça, si on avait ça, on n'a pas besoin de faire des mesures d'austérité. Absolument pas. Au contraire, ça va très bien. Et il faut tenir compte aussi du gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral, bien sûr, il fait des transferts. Hein, c'est de l'argent qui nous revient. Qu'est-ce que fait le gouvernement fédéral pendant ce temps-là? Eh bien, il a baissé l'impôt des entreprises. Il a baissé de moitié l'impôt des entreprises. C'est quand même des sommes extrêmement importantes. Il est à 15% et c'est de loin le plus bas du G7 actuellement. Hein? Alors, on avait prévu un miracle économique, les entreprises se mettraient à investir tout d'un coup. Ils n'ont pas investi, ils ont gardé ça pour elles, ils ont gardé ça pour les actionnaires, et finalement, on n'a pas vu la couleur de retombée de cette mesure-là. Ensuite, le Canada va conclure environ une dizaine d'accords sur la double imposition avec des paradis fiscaux. Alors, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ben, ça fait que ça facilite énormément les fuites fiscales et ça les augmente d'une façon exponentielle. Donc, c'est très clair que c'est beaucoup plus facile que c'était maintenant de cacher de l'argent dans les paradis fiscaux. Ensuite, ils vont créer le CELI, hein, qui est quand même, il faut le dire, un nouvel abri fiscal pour la classe moyenne élevée. C'est pas les pauvres, c'est pas les familles de la classe moyenne qui en arrachent à tous les jours, qui vont profiter de ça. C'est quand même des gens qui ont des bons revenus. Et finalement, ils vont baisser la TPS de 2%. Ça, c'est peut-être pas une mesure avec laquelle on est contre, parce qu'une taxe, c'est régressif en partant, mais ça fait quand même des revenus de moins. Alors, vous faites la somme de tout ça, hein, c'est vraiment des revenus extrêmement importants. Et, dans le fond, si on fait des plans d'austérité, c'est pas parce que on s'est trop endetté, c'est pas parce que nos États savent pas gérer l'argent, c'est tout simplement parce qu'on s'est privé de sommes colossales. Hein? Et pourquoi le gouvernement a fait ça? Pourquoi on a choisi de faire ça? Enfin, c'est pas nous qui l'avons. Pourquoi nos gouvernements ont choisi ça? Eh bien, parce que derrière l'austérité se cache un véritable projet de société. C'est ça qu'on veut faire. Hein? Et nous, nos gouvernements, ils n'osent pas en parler. Ils se font élire, puis après ça, ils disent, ah, vous savez, il faut faire de l'austérité, on n'a pas les moyens. Bon, toutes les choses que j'en parlais tout à l'heure. Il y a quand même certains gouvernements, il y en a très peu, mais un gouvernement, par exemple, qui s'est fait élire sur le projet de faire des plans d'austérité. C'est le gouvernement de David Cameron au Royaume-Uni, qui s'est fait réélire d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a dit David Cameron quand il a pris le pouvoir? Il a dit quelque chose de merveilleux pour la population, pour mettre les gens de bonne humeur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que leur plan d'austérité, donc les mesures d'austérité, affecteraient chaque personne au pays et qu'elles s'appliqueraient pendant des années, voire des décennies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les politiques d'austérité, c'est pas là pour on se serre la ceinture, puis quand ça va mieux, qu'on a rétabli les finances publiques, hop, on peut se relancer dans les dépenses pour nous soulager un peu. C'est pas ça du tout. Hein? C'est vraiment une espèce de projet réel, à long terme. Hein? Alors donc, l'austérité, finalement, c'est un cycle. Et l'IRIS en a très bien parlé, mais d'autres en ont parlé aussi. En autre mot, hein, je décide de faire des baisses d'impôts. Parce que je fais des baisses d'impôts, ben, j'ai moins de revenus. Parce que j'ai moins de revenus, je suis obligé de faire des compressions. Hein. Après une série de compressions, je rétablis les finances publiques. Et une fois que j'ai rétabli les finances publiques, qu'est-ce que je fais? Hop, je me relance dans des nouvelles baisses d'impôts. Et là, je suis obligé de faire encore une série de compressions, hein, jusqu'à temps que l'importance de l'État soit réduite le plus possible. Et c'est d'ailleurs ce que les libéraux ont annoncé. Hein, pour la prochaine campagne électorale, ils veulent se lancer avec des promesses des nouvelles baisses d'impôts. Et c'est d'ailleurs les conservateurs aussi, après avoir appliqué l'austérité pendant des années, ils avaient promis aussi des nouvelles baisses d'impôts. Alors finalement, qu'est-ce qui résulte finalement de plan d'austérité appliqué sur toutes ces années? Eh bien, c'est un État profondément transformé. Hein? Élimination de l'État social, élimination de la justice sociale, élimination de la solidarité, problème de répartition de la richesse, et ça remplacé par un individualisme, je dirais, structurant, là, très, très puissant, et un monde de concurrence, une concurrence faussée, parce que, évidemment, il y a des gens qui partent avec tellement de privilèges en partant
comprend qu'on ne peut plus vraiment parler de concurrence. Alors, c'est très clair aussi que ce projet de société, qui se cache derrière l'austérité, eh bien, ça fait l'affaire de certaines personnes et ça fait l'affaire particulièrement des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que une société dans laquelle l'État se retire, eh bien, ça donne plus de place pour l'entreprise privée. Alors donc, il y a plus de choses qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle la sphère marchande. On peut privatiser un service public à la pièce, et là, c'est extrêmement rentable pour l'entreprise privée qui cherche à avoir ses marchés parce qu'ils se sentent frustrés de ne pas avoir des marchés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Donc, quand c'est affaibli, tout ça est affaibli, ben, on fait le passage au privé en disant que c'est ça dont on a besoin. On arrive à une privatisation progressive et qui fait l'affaire des entreprises privées. Et quand l'État sombre vraiment, ce qui est arrivé par exemple en Grèce, ben, c'est encore meilleur. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des actifs gouvernementaux pour pas cher du tout. Imaginez une vraie crise au Québec. Là, on serait obligé de vendre la SAQ. Le bonheur pour des entreprises privées, on peut faire de l'argent avec ça. Donc, il y a vraiment aussi ça qui est derrière ça. Et en plus de ça, l'affaiblissement du pouvoir politique de l'État, qui est un État qui se retire, justement, un État qui prend moins de responsabilités, un État qui n'intervient plus socialement, c'est un État affaibli. Ben, un État affaibli, qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus de pouvoir, plus de puissance aux entreprises privées. Et ça se fait aussi beaucoup, moi je travaille beaucoup sur les accords de libre-échange, ben, vous mettez des accords de libre-échange là-dessus qui se placent au-dessus des États, et on a un monde qui est de plus en plus dirigé par l'entreprise privée. Donc, c'est un petit peu, vous voyez que ces plans d'austérité qui nous embêtent un peu, ça fait l'affaire de certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ben, c'est tout simplement aller chercher des revenus. Alors, si on arrive à une situation d'austérité parce qu'on s'est coupé de revenus, ben, allant chercher des revenus, on vient donc régler le problème de l'austérité. Et ça peut se faire au Québec, ça peut se faire au Canada et ça peut se faire aussi dans le monde. Il y a toutes sortes de possibilités d'aller chercher de l'argent. Plus tard, on va vous parler des 100 milliards de solutions de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. Wow, je l'ai eu. Donc, et des solutions extrêmement intéressantes. Alors moi, je vais y aller d'une manière plus globale, en vrac. J'aurai pas le temps de m'attarder sur chacune de ces solutions-là, mais vous voyez, si on fait la liste de tout ça, que de l'argent, il y en a énormément. Alors, par exemple, première chose qu'on peut faire, on peut rétablir un impôt vraiment progressif. Les gouvernements ont éliminé la progressivité des revenus. Ça veut dire qu'on peut rajouter des paliers d'imposition supplémentaires pour les revenus les plus élevés. Ça veut dire que plus on gagne, donc plus on va donner proportionnellement à l'impôt. C'est quelque chose qu'on avait construit dans les années, les 30 glorieuses, qu'on a détruit par la suite. Bien sûr, on a parlé des paradis fiscaux, combattre les fuites dans les paradis fiscaux. Actuellement, il y a une sensibilisation de la population. On voit que le problème est grave, mais il n'y a pas de solutions qui sont prises, en tout cas certainement pas au Canada, donc pousser là-dessus. Il peut y avoir des redevances plus élevées sur les ressources naturelles. On donne nos ressources, on dit aux grandes compagnies, venez vous servir, venez vous faire de l'argent avec ça, puis nous, on touche rien de ça. Une taxation plus élevée sur les entreprises. Alors, les baisses d'impôts qu'on a accordées comme ça aux grandes entreprises, ben, on pourrait au moins, là, les gens vont me dire, oui, mais ils vont s'en aller dans d'autres pays. Ben, on a juste à l'ajuster, par exemple, sur les États-Unis, notre voisin. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, on parle pas de concurrence fiscale et on arrive quand même à aller chercher des revenus intéressants. Une taxation plus élevée sur les revenus en capitaux. Alors, vous savez, je travaille fort, c'est dur, je suis imposé à 100% sur mon travail. Je passe mes hivers en Floride, je me croise les bras, je joue au golf, mais pendant ce temps-là, mon argent que j'ai placé continue à accumuler les profits. Alors ça, je suis imposé à 50%. Alors donc, ça aussi, il pourrait avoir une hausse quand même de ceci. Au Québec, par exemple, le Québec, on pourrait rétablir la taxe sur le capital. On a donné un cadeau principalement aux banques, aux compagnies d'assurance. On a dit, ben vous ne payerez plus cette taxe-là. Ben non, vous allez la repayer maintenant. On fait un cadeau alors que ces entreprises-là font des profits faramineux. Donc voilà quelque chose qu'on peut faire. Au Canada, là je sais que je ne serai pas nécessairement populaire avec ça, mais je pense que c'est une mesure qui pourrait se faire. On pourrait éliminer tout simplement les CELI.
Hein. Les CELI, on ne peut pas dire que c'est un succès, c'est là pour encourager l'épargne, mais dans le fond, ça permet à certaines personnes, quand même assez favorisées, de pouvoir profiter d'un petit abri fiscal. Fort heureusement, les libéraux ont décidé de limiter le plafond, hein, parce que les conservateurs voulaient vraiment que ça devienne un problème exponentiel. Il pourrait y avoir une taxe sur le carbone, donc pollueur-payeur, selon le principe pollueur-payeur. Nous, il pourrait y avoir aussi des taxes à la consommation progressive, donc plus élevées sur les produits de luxe. Et évidemment, nous, à TAC, on croit beaucoup, ça pourrait se faire à l'échelle aussi bien nationale qu'internationale, une taxe sur les transactions financières. Alors, pour conclure, le véritable projet du gouvernement Couillard, c'est quelque chose qui ne se nomme pas. Hein? Mais quand on regarde la cohérence de ce gouvernement-là, parce qu'il est très cohérent, alors le vrai projet du gouvernement Couillard, à mon avis, c'est de faire du Québec une société plus inégale qu'elle était. Donc, d'accentuer les inégalités. À l'heure où on se bat contre les inégalités, où les inégalités sont reconnues comme des problèmes les plus graves, où 62 personnes ont autant que la moitié des personnes sur la planète, donc c'est un problème fondamental, mais qu'est-ce que font les libéraux? Ils s'arrangent pour créer plus d'inégalités. Alors, comment est-ce qu'ils font? Bien, par exemple, par le projet de passer d'une fiscalité progressive, on dit on va baisser les impôts sur les revenus puis augmenter les taxes et les tarifs. Bien, ça, c'est vraiment les pauvres qui vont payer parce que c'est régressif l'augmentation des taxes et des revenus par rapport à la progressivité de l'impôt. On privilégie les hauts salariés, hein, le 1%. Les médecins, on a augmenté leur salaire d'une façon exponentielle. On va donner 1,3 milliard à Bombardier pour qu'il se développe. Et pendant ce temps-là, dans la fonction publique, on offre des offres de 0, 1%, 1%. Bon, ça a été mieux que ça, mais grâce à une bataille quand même assez épique, il faut le dire. On s'en prend aux pauvres. Ben ça, vous le savez aussi bien que moi. Projet de loi 70 coupe des programmes qui vont toucher les plus vulnérables, femmes handicapées, toxicomanes, CPE, etc. Hein, c'est vraiment beaucoup les pauvres qui sont ciblés. Et en plus de ça, on va s'attaquer à l'éducation. L'éducation qui est dans un état épouvantable. Fanny va vous en parler. Alors que l'éducation est absolument nécessaire pour l'émancipation des individus et aussi, si on veut profiter de l'ascenseur social, mais ça se passe par une éducation de qualité. Donc, vous voyez, les cibles, hein, c'est des cibles extrêmement graves et donc les Québécois, ils se sont battus contre, avec beaucoup d'énergie contre l'austérité, mais vous pouvez vous rendre compte que c'est loin d'être fini, hein, et j'espère qu'on va trouver l'énergie pour continuer cette bataille qui est une bataille fondamentale. Alors. Merci Claude, cette tour de force en 20 minutes de nous étaler toutes les analyses de les faussetés et aussi de ce qu'on pourrait faire comme réponse à cette situation on nous présente comme inéluctable, comme fatalité. Je ne ferai pas le résumé, les gens, vous avez été assez clairs. Je retiendrai seulement peut-être une réflexion qui me semble que vous l'avez mentionné, qui est un point important, c'est que tout ça nous amène à une société pas seulement plus inégale, mais moins démocratique. Non? Parce que la capacité d'agir de la population face à ceux qui vont décider dans les sphères privées des choses qui doivent être dans les sphères du public est nulle. Non? Alors, la façon que des services qui vont être publics vont être gérés par des entreprises privées, on n'aura rien à dire en tant que population. Alors, il y a toute une dimension d'affaiblissement de la capacité de décision et d'intervention de la population au niveau démocratique, qui n'est pas moindre, qui fait partie, en quelque part, du projet, non? En tant que cause et aussi en tant qu'effet, non, de cette situation. Et maintenant, on va rentrer dans un domaine, celui de l'éducation, que j'ai déjà mentionné, qui nous a paru important parce que les conséquences à moyen, pas seulement à court terme, mais à moyen et long terme, peuvent être beaucoup plus graves de ce qu'on peut même envisager dans le présent. Non? Pour ceci, on a Fanny Théoria-Cloutier, qui est professeure de sociologie au Cégep Marie-Victorin et membre de l'exécutif du syndicat des professeurs de leur Cégep, et qui nous fera part de l'analyse de mesures d'austérité, comment affectent
au milieu de l'éducation et toutes les conséquences qu'il peut avoir à différents niveaux. Je vous mentionne aussi qu'elle a signé un article dans le dernier numéro de la revue Relations sur ce même sujet. Alors, une bonne raison pour vous procurer, vous abonner au numéro si vous ne l'avez pas fait encore, parce qu'elle va compléter sûrement ce qu'elle n'aura pas le temps peut-être de dire ce soir. À votre tour, 20 minutes. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Merci à Relations, à TAC Québec et puis au Centre Justice et Foi aussi pour l'invitation. Oui, je tiens à dire que l'article que j'ai écrit dans la revue Relations porte spécifiquement sur les cégeps, mais là, je vais vraiment dresser un portrait plus large, donc ça ne sera pas redondant, ça sera plutôt complémentaire à ce que j'ai écrit. Alors, ce matin, j'enseignais avec mon cours Introduction à la sociologie pour les étudiants en sciences humaines au cégep et ça a donné que c'est le 1er février, il y avait les fameuses chaînes humaines, dont une qui avait lieu au CPE du cégep et les éducatrices du CPE ainsi que les profs et les étudiantes de techniques d'éducation à l'enfance nous avaient invités, si on le pouvait, à venir appuyer la chaîne. Alors, on est allé faire de l'observation participante en sociologie. On s'est rendu sur la chaîne avec la classe et j'en parle parce que les éducatrices nous ont dit, dans le fond, que les coupures actuelles, vous avez peut-être lu ça dans les journaux, 120 millions cette année de coupures dans les CPE, ça va se concrétiser chez elles d'une façon assez marquante. On parle beaucoup de l'alimentation chez les enfants, puis elles ne peuvent déjà plus manger avec les enfants parce que le repas des éducatrices était financé par le CPE pour qu'elles mangent exactement la même chose parce qu'on n'a pas le droit de rentrer certains aliments. En fait, on n'a pas le droit de rentrer des aliments extérieurs dans un CPE. C'est devenu très contrôlé avec les allergies, etc. Donc, il faudrait qu'elles puissent manger la même chose que les enfants, mais on n'a plus les moyens. Donc, elles ne mangent plus avec les enfants. Elles mangent à côté, elles amènent leur lunch. C'est pas, je vais pas déchirer ma chemise parce qu'elles amènent leur lunch, mais parce que, évidemment, vous savez sans doute que sur le plan éducatif, juste voir un adulte devant vous qui mange les mêmes aliments que vous, qui mange bien, puis qui montre comment manger, les enfants n'auront plus ça. C'est un exemple, c'est un tout petit exemple, mais qu'elle nous relatait aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer dans les CPE, qui par ailleurs avaient d'excellents résultats au niveau de la qualité. Et puis on a des études qui le disaient encore cette année. Par contre, on nous rassure au gouvernement, parce que l'austérité en éducation, c'est fini, rassurez-vous. Et puis dès l'automne 2015, on nous avait rassuré, on nous a donné un gros 80 millions de dollars pour les étudiants et les élèves ayant des besoins particuliers en éducation. Ça tombait bien, c'était au mois de novembre, en pleine négociation, vous savez, avec entre autres les professeurs, les enseignants. Alors ce 80 millions, c'était évidemment tombé du ciel, mais quand on compare ça avec les coupes des dernières années, on peut pas s'empêcher de rigoler un peu, parce que si on fait le constat de ce qui s'est passé depuis, et puis on peut remonter avant le gouvernement Couillard, mais évidemment le gouvernement Couillard, ça se compte en centaines de millions, on parle dans les 4 dernières années de 1 milliard de dollars qui a été coupé en éducation. Alors leurs 80 millions, c'est mignon, mais c'est un peu de la poudre aux yeux. Et donc, on a très hâte de voir leur budget en mars pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire de l'éducation. Mais les coupures en éducation, là, je parle des CPE parce que je les inclus là-dedans. Ça touche... il faut se le dire, principalement le primaire et le secondaire, même si les CPE sont atteints en ce moment, les cégeps sont atteints. On a coupé 41 millions l'année dernière, 109 millions depuis 4 ans, puis les universités aussi. Mais on s'entend que si on parle beaucoup du primaire et du secondaire, puis je vais peut-être utiliser plutôt des exemples de ce niveau-là, c'est parce qu'on le sait, au niveau des infrastructures, on n'a pas assez financé l'entretien, donc on a des retards et des impayés depuis des années qui font que les écoles, on l'a vu à Montréal, tombent en ruine. Et au niveau, évidemment, des ressources humaines, des personnes dont les enfants ont besoin, les besoins sont criants et il y a un niveau qui est vraiment fondamental. Donc, si on veut, le primaire et le secondaire sont les plus avancés, malheureusement, ces niveaux-là sont les plus avancés au niveau de l'austérité. Et les CPE et les cégeps, qui s'en tirent pour l'instant assez bien, sont en train on dirait, de prendre la suite de ce qui existe déjà au primaire et au secondaire depuis plusieurs années. Alors évidemment, l'austérité, on en a parlé. Un des objectifs avoués
qui a moins été mentionné par Claude, mais on nous dit souvent aussi, il faut faire le ménage dans l'administration. Il y a des mauvais gestionnaires, ils dépensent trop d'argent dans des choses inutiles, et à cause de ça, on va couper. Alors, les gens en administration sont allés regarder, par exemple, ce qui se faisait à la CSDM. On parle de frais administratifs de l'ordre de 4%, puis quand on compare ça avec des pratiques dans le privé, on est... ça va, c'est tout à fait de l'ordre du normal, et voire même, ça s'en tire assez bien. Alors, pourquoi on coupe et dans quoi on coupe? Évidemment, ça, on l'a dit, on s'est mis à couper non pas dans l'administratif, mais dans les services aux élèves et dans les infrastructures. Et ces coupures, elles ont eu et elles continuent d'avoir évidemment des impacts sur les services directs aux élèves. Je pense qu'on a eu plein d'exemples, mais évidemment, les coupures chez les professionnels, les psychologues, les orthopédagogues, les techniciennes en éducation spécialisée qui font de l'accompagnement, ça a un impact, puis c'est des coûts sociaux majeurs. Donc, les conséquences de l'austérité, quand je dis des coûts sociaux majeurs, c'est évidemment que, on le disait tout à l'heure, l'éducation, c'est vraiment l'avenir du Québec, et ça a des impacts sur la très longue durée. Et même dans un langage purement et bêtement économique, et si on essayait de quantifier, on pourrait être capable d'évaluer les pertes qui ont été encourues avec des jeunes qui sont dans des écoles de mauvaise qualité, qui mangent de l'alimentation de mauvaise qualité parce que on n'a plus les moyens, dans le fond, de leur fournir. Dans un langage managérial, on dirait on ne rentabilise pas à fond les potentialités de richesse et d'innovation du capital humain. Mais si je traduisais en français ou dans une langue plus humaniste, parce que je dis ça à la blague, évidemment, on hypothèque carrément l'avenir des jeunes du Québec, et puis surtout, et je tiens à le souligner, les plus vulnérables. On apprend aujourd'hui même que dans certaines écoles de Montréal, il y avait des programmes d'aide alimentaire avec des repas à prix modique pour les élèves qui vont dans Villeray, entre autres, et on les coupe parce qu'on n'a plus les moyens, que ces enfants se débrouillent, et puis s'ils ont les moyens, qu'ils retournent à la maison en espérant qu'ils aient quelque chose à manger. Donc, les plus vulnérables au niveau économique sont touchés, et on le sait, c'est aussi les enfants les plus vulnérables sur le plan des apprentissages, que ça soit pour des raisons de handicap ou que ça soit pour des raisons de besoins particuliers qui ne sont pas remplis en ce moment. On s'attaque en fait à des générations qui étaient les premières générations à avoir enfin, à l'échelle de la petite histoire de l'éducation du Québec, ça fait 50 ans qu'il y a vraiment une démocratisation de l'éducation au Québec, puis on était dans les premières générations où il y avait un accompagnement des enfants qui avaient des besoins particuliers. On était dans les premières générations où on disait, ces enfants-là qui ont des handicaps, qui ont des besoins, ne seront pas délaissés pour compte, et on va les accompagner dans leur processus. On est en train de mettre tout ça à la poubelle. Donc, c'est les plus pauvres, c'est les plus vulnérables qui sont en train de payer, mais il ne faut jamais oublier de mettre ça dans un contexte relationnel, parce que la pauvreté, c'est toujours en lien avec, où se situe le reste de la société, où se situe le reste des élèves. Et donc, si on prend un pas de recul, ce qui est en train de se passer, c'est que la mixité sociale à l'école, elle est vraiment en train de disparaître. Quand je dis mixité sociale, ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de vraiment diviser dans le système d'éducation ceux qui ont les moyens de se payer des services, ceux qui ont les moyens d'être accompagnés pour réussir leurs études, et ceux qui, malheureusement, n'en ont pas les moyens, qui vont se retrouver un peu si on veut, mis de côté, cette dualisation du système éducatif, évidemment. Le premier exemple auquel on pense tout de suite, c'est les gens qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école privée et qui sont les premiers à dire, peut-être qu'on croit fondamentalement au système public, mais là, évidemment, quand on est face à un choix individuel, puis on pense au meilleur pour ses enfants, il y a beaucoup de gens qui font ce calcul-là, et ça a des conséquences parce qu'évidemment, on le sait, ça laisse beaucoup d'enfants qui ont des besoins particuliers dans le secteur public qui ne sont pas forcément assumés par le secteur privé. Donc, transvasage vers le privé. Et pour retomber au cas des CPE, il y a des calculs clairs qui montrent qu'en ce moment, si on prend par exemple des profs de cégep qui ont quand même des bons revenus, c'est rendu plus accessible pour eux ou plus avantageux économiquement d'envoyer leurs enfants dans une garderie privée et d'avoir le retour, dans le fond, la subvention fiscale du gouvernement que d'envoyer leurs enfants en CPE. Alors, pour une certaine frange qui est quand même la classe moyenne aisée, en ce moment, on est déjà en train de potentiellement vivre un transvasage vers le privé au niveau des garderies.
Et on le sait, au niveau du primaire et du secondaire, maintenant, le Québec est la province où il y a le plus d'enfants qui sont à l'école privée. Les chiffres de 2012-2013, actuellement, c'est 12,6% des enfants au Québec qui sont à l'école privée, mais si on regarde l'île de Montréal, en fait, souvent, c'est beaucoup plus élevé. C'est vraiment autour de l'île que ça se passe. Alors, à l'intérieur même du secteur, évidemment, du secteur public d'éducation, il y a la même dualisation et un des exemples récents là, qui est lié à l'austérité, c'est le cas des services de garde. Vous savez qu'avant les cours et après les cours, les enfants peuvent rester au service de garde. Il y a des frais qui sont liés à ça. Récemment, vous avez des enfants qui avaient deux choix. Soit ils payaient, leurs parents, soit leurs parents payaient 27 $ pour que lors d'activité du service de garde, ils aient accès à des jeux gonflables et un service d'animation privé. Soit, s'ils n'avaient pas les moyens, ils étaient dans une classe sèche et ils se retrouvaient, dans le fond, à jouer avec les moyens du bord. Mais là, vous imaginez en tant qu'enfant, là, il y a ceux qui ont accès aux jeux gonflables, à l'animation et tout le kit. Et vous avez les autres qui les regardent par la fenêtre et puis qui se disent, c'est bien là du papier, des crayons, de quoi jouer un peu, mais il y a quand même, à l'intérieur même du secteur public, on est en train de créer des choses comme ça qui sont inacceptables et puis qui sont vraiment une division et une inéquité assez marquante. Donc, à force de coupures, en fait, on est en train de réaliser ce qui, au départ, était une fausseté à plusieurs égards. On est en train de produire activement 3 idées qui sont la subjectivité néolibérale, pour utiliser des gros mots, ou une façon de penser néolibérale. On est en train de créer ce que le gouvernement croit fermement. Ils s'arrangent pour que leurs rêves deviennent réalité. Le public, ils veulent qu'il soit moins bon que le privé. Puis ils sont en train de le créer. Ils sont en train de créer ça concrètement au niveau des services et au niveau des conditions de travail. Parce que si je fais une petite parenthèse sur la négociation, là, je reviendrai sur la FAE tout à l'heure, mais au niveau des conditions de travail, on le sait, malgré le fait qu'évidemment, on a un petit peu plus que 0,0111 dont on parlait au niveau des augmentations de salaire, les professeurs du primaire et du secondaire, entre autres, accusent un retard encore très marqué par rapport à ce qui leur est dû. Puis, au niveau des salaires, c'est surtout vrai pour les précaires, les jeunes profs, qui ont vu et qui verront leur salaire très, très peu augmenter. Et on est en train de creuser aussi au niveau des professionnels dans les écoles primaires et secondaires, un clivage. Si vous êtes orthophoniste dans le secteur privé, si vous êtes psychologue dans le secteur privé, ou si vous travaillez dans une école, les salaires sont de plus en plus très différents et on a tendance à l'oublier, au bénéfice du privé ces dernières années. Donc en fait, on est en train de créer cette idée que c'est moins payant de travailler au public, le public, c'est moins bon que le privé. On est en train de produire ça avec l'impact que ça aura, encore plus d'enfants qui vont être dirigés vers le privé si les parents en ont le temps. Donc, on est en train de produire cette subjectivité néolibérale, mais aussi au niveau de l'individu. Là, on se dit, bon, chacun fait ses propres choix, chacun fait ses propres démarches, mais là, évidemment, on accepte ce modèle-là, on est en train de dire, chacun paye ce qu'il veut, mais à la mesure de ses moyens. Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier le principe de service public qui visait l'universalité d'accès, qui visait l'égalité des chances? Là, on est vraiment en train de sortir de ce modèle-là puis d'aller vers un modèle qui est beaucoup plus individualiste. Et finalement, l'éducation qui en ce moment se transforme est de plus en plus tournée vers le marché du travail. Si je regarde juste les chiffres de diplomation, la CSDM est contente parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont leur diplôme de secondaire 5. Mais en parallèle à ça, puis je ne suis pas une spécialiste, mais je me pose quand même des questions parce que quand on creuse un peu, il semblerait que de plus en plus, on va vers un modèle de diplomation où vous avez des espèces de brevets de secondaire qui sont vraiment des portes ouvertes au marché du travail où vous n'avez pas réussi tous les cours, vous n'avez pas forcément eu la moyenne dans tous les cours. Évidemment, il n'y a plus de redoublement. Et on est en train de voir un peu la même chose au niveau des cégeps avec la création d'un truc qui s'appelle les DEC sans mention. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, quand on fait une formation de cégep, on fait un DEC en sciences humaines, on fait un DEC en communication, on fait un DEC en technique d'éducation à l'enfance, mais on est en train d'en créer qui serait non spécialisé, ce qui va un peu à l'encontre des cégeps, pour pouvoir, dans le fond, rapidement passer
à l'université. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens font un très petit tour au cégep, idéalement avec le moins de cours de la formation générale possible, et puis s'en vont dans le programme de leur choix par la suite. Donc ça, c'est un truc qui est en train de se développer au cégep, mais on peut se poser la question au secondaire, meilleur taux de diplomation, est-ce que ça veut dire vraiment que c'est une réussite sur le plan éducatif, puis sur le plan de la scolarisation? Je pense qu'il y aurait beaucoup de questions à se poser. Donc, si je devais résumer cette idée de subjectivité néolibérale, on cherche à dévaloriser le système public et on cherche à mettre les gens en compétition les uns avec les autres pour trouver les meilleures places possibles encore pour leurs enfants au niveau de l'éducation. Au niveau du côté des espoirs, maintenant, parce qu'il y en a quand même des espoirs, puis je voulais parler de deux belles initiatives de ces derniers mois. Il y a évidemment les parents qui sont allés à la défense de l'école publique. Je protège mon école publique. Et la Fédération autonome de l'enseignement, qui est un regroupement syndical d'écoles primaires et secondaires. Je pense que oui, on peut les applaudir vraiment, là, parce que ces deux mouvements, un mouvement citoyen d'un côté qui est un espoir de mobilisation citoyenne qui est magnifique, puis qui est récurrent, puis qui s'est étalé à la grandeur du Québec, puis qui est parti vraiment de gens qui, sur une base bénévole, se sont organisés de façon très intéressante. Et ces gens montrent que l'éducation nous tient à cœur, et ça, c'est une des forces des dernières années. Je pense que le gouvernement marche un peu sur des œufs par rapport à l'éducation parce qu'il sait qu'il y a ce mouvement citoyen-là et que ces appuis sont quand même assez largement répartis sur le territoire du Québec. Et puis du côté de la FAE, l'espoir, c'est évidemment une fédération syndicale qui comprend réellement qu'il y a un lien entre la négociation du secteur public puis l'austérité et qui est une des rares qui a su se tenir debout et qui dénonce le triste état de sous-investissement dans l'éducation, qui dénonce l'appauvrissement des employés du secteur public, et pas seulement des profs, mais j'en ai pas beaucoup parlé, mais évidemment, il y a tous les employés qui travaillent dans les écoles dont on parle peu, mais qui sont très importants aussi. Et puis la précarité que connaissent les profs, principalement au primaire et au secondaire, mais on pourrait le dire aussi au cégep où 40% des profs sont précaires. Au primaire secondaire, c'est plus autour de 60%. Ça demande beaucoup de courage de faire ce qu'ils font en ce moment parce que, vous le savez, beaucoup de centrales syndicales sont arrivées à Noël en disant « La négociation est terminée, rentrez chez vous, mesdames et messieurs ». On va repartir la lutte à l'austérité, mais sur d'autres bases. Et la FAE a été la seule à dire « Attendez, là, on n'a pas réussi à faire sortir ce gouvernement-là de son cadre budgétaire qu'il avait prédéterminé. Il était prêt à donner ce qu'il nous a donné et on n'a pas été capable d'aller chercher une miette de plus. Et non seulement ça, mais en plus, ce qu'il nous dit, c'est vous, les profs du primaire et du secondaire, qui méritez un certain rangement, on va vous donner juste la moitié de l'argent qui vous est dû parce qu'on n'a pas les moyens, vous êtes une trop grosse catégorie d'emploi. Ben là, c'est quand même assez honté, puis c'est quand même assez un manque de reconnaissance finalement du travail qu'ils font au quotidien. Donc, je pense que l'important avec la FAE, c'est de penser que la négociation n'est pas terminée pour tout le monde. Il faut vraiment rester solidaire d'eux et de la F3S, qui est la Fédération de la santé et des services sociaux, qui regroupe un très grand nombre de personnes qui continuent à lutter, dans le fond, pour les conditions de travail des gens dans le secteur public, mais qui sont vraiment imbriqués et reliés avec la qualité de l'éducation, la qualité des services publics, la qualité des services de santé. Donc, je suis peu allée du côté des pistes de solutions, mais en conclusion, je pense que vous comprenez, on les a entendues, les solutions, là. Il faut un réinvestissement en éducation, il faut un service public qui valorise la mixité des enfants, que ça soit en fonction de leurs besoins, qu'on leur offre de l'accompagnement là-dedans, mais que ça soit aussi en fonction de leurs revenus, et qu'on réinvestisse massivement et qu'on valorise les professions qui travaillent auprès des jeunes tous les jours, qui sont extrêmement importantes pour l'égalité des chances, puis pour une meilleure justice sociale et pour le Québec de demain. Voilà. Merci Fanny. Si je devrais retenir une idée maîtresse qui traversait tout votre exposé, serait celle de
on utilise l'éducation pour contribuer encore plus à une société à deux vitesses. Non, c'est pas seulement les effets directs sur la qualité de l'enseignement, mais tous les effets que ceci a au-delà de l'enseignement de contribuer par cette dévalorisation que vous avez signalée de rechercher de l'école publique à établir un Québec à deux vitesses, qui est en lien avec ce que Claude nous disait tout à l'heure de ce programme néolibéral qui en fait veut amoindrir l'État le plus possible et laisser les chambres libres au niveau privé. Mais dans le cadre de l'éducation, on voit aussi comment on agit dans le public directement pour qu'ils soient en quelque part mis, les gens soient mis dans le disjonctif de dire bon, je voudrais être pour le public, mais je suis obligé d'aller privé parce que mon choix individuel, etc. Notre troisième intervention sera celle qui nous libérera Evelyne Couturier. Elle est chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique dite IRIS, que beaucoup parmi vous connaissez comme un institut qui mène à terme des analyses très bien argumentées, très bien menées sur différents sujets. Elle est aussi membre depuis longue date déjà, je ne sais pas combien d'années, mais pas mal, du conseil de rédaction de la revue Relations, alors c'est une habituée de la maison. Et on lui a demandé, non pas d'être porte-parole des femmes du Québec en ces questions, mais de nous faire part de les singularités qui affectent à des femmes, surtout celles qui se trouvent déjà dans une situation de précarité ou de pauvreté avant même des mesures d'austérité, comment ça affecte d'une façon particulière, singulière, parce que parfois on a des idées, on entend des choses, mais on en a pas souvent un portrait assez clair, non? Et au moins qu'il puisse nous donner les paramètres de ces situations qui affectent une population importante au Québec. Merci pour la prochaine minute. On va être ninja et je vais prendre ce micro-là à la place. Augusti, c'est correct? Oui. Ouais. Voilà. Désolée. Alors, bien, merci beaucoup de vous être déplacés en ce lundi de printemps. Je voudrais remercier également la revue Relations avec laquelle j'ai la chance de collaborer depuis de nombreuses années, mais je ne les compte pas. C'est tellement agréable. C'est comme si c'était nouveau à chaque fois. Le secteur Vivre Ensemble et aussi le Centre Justice et Foi, de faire des activités comme ça qui sont aussi des bons moments pour se rassembler et discuter du sujet que je pense que c'est nécessaire de parler de ces sujets-là, de ces enjeux-là. Ma présentation va être divisée en 3 parties, puis je suis contente de passer après les 2 autres intervenants parce qu'on a montré clairement que c'était un projet politique, mais aussi un projet qui touche précisément les services publics. Mais au final, moi, ma présentation, c'est de parler des effets que ces mesures d'austérité-là ont sur les gens. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'une des raisons, une des justifications qu'on nous donne pour l'austérité, c'est nous dire pauvres gens, bonnes gens, vous allez faire des efforts, vous allez faire des sacrifices judéo-chrétiens pour purger de vos excès dans vos services publics, mais c'est pour le plus grand bien, c'est pour un projet plus important que chaque individu, c'est pour retourner à la croissance économique. Et si ça, c'était vrai, ça serait quelque chose, mais dans les dernières études empiriques qui se sont basées sur des cas réels et non pas des cas théoriques, ce qu'on a vu, c'est que le meilleur moyen pour retourner à une croissance économique, c'est en fait en s'attaquant aux inégalités sociales. Et bien, l'austérité, c'est à peu près exactement le contraire. Donc, cette présentation-là que je vais faire en 3 parties, je vais commencer par parler de la situation des femmes en général. Ensuite, je vais parler de l'impact de l'austérité sur nos services publics et sur les femmes. Et je vais terminer sur peut-être pas le projet politique, mais comment ces effets-là que l'austérité peuvent avoir sur les femmes au Québec, c'est pas accidentel, c'est plutôt structurel. Donc, premièrement, on a un premier ministre. En fait, j'ai une mise en garde aussi. C'est
voulais dire que les mesures d'austérité, moi je vais vous parler de l'impact sur les femmes, mais les mesures d'austérité ont des impacts sur les personnes qui sont plus vulnérables en général. Et si je parle des impacts sur les femmes, il ne faudrait pas penser que l'austérité affecte toutes les femmes de manière égale. Il ne faudrait pas non plus, l'autre versant de la médaille, croire que les hommes ne sont pas touchés par l'austérité. L'austérité touche tout le monde. Les personnes les plus touchées sont les personnes qui sont les plus vulnérables, par exemple les personnes qui sont pauvres, les personnes qui vivent avec un handicap, les autochtones, et une personne qui va combiner plusieurs de ces caractéristiques-là va vivre les effets de l'austérité avec encore plus d'acuité. Donc, premièrement, les femmes, c'est quoi la situation des femmes au Québec présentement? Bien, on a un premier ministre fédéral qui semble trouver que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui coule de source, c'est fait, c'est simple, c'est normal d'avoir la parité dans le Conseil des ministres. Mais ça coule pas de source de façon aussi évidente quand on regarde les statistiques, quand on regarde c'est quoi les écarts entre les hommes et les femmes dans la société. Bon, facile, le travail domestique, c'est encore les femmes qui s'en occupent en majorité. Et là, on peut penser aux soins des enfants, on peut penser au ménage, mais il y a une tâche domestique à laquelle on ne pense pas tout le temps, c'est la gestion du vivre ensemble, c'est-à-dire, c'est bien beau si l'homme va faire l'épicerie. Généralement, la femme qui va avoir fait la liste d'épicerie. C'est bien beau d'avoir le père qui va chercher les enfants à leur patinage, mais c'est la femme qui sait que Julie a son cours de ballet le mercredi de 15h à 18h, puis Maxime, c'est de 17h à 19h. Bref, cet espace mental-là pour s'assurer que tout le monde fait les tâches et que tout est structuré, et aussi l'espace mental pour s'assurer que tout le monde est heureux. Comment a été ta journée? Est-ce que ça va bien? Es-tu sûr que ça va bien? C'est surtout les femmes qui font ça. On peut penser au congé de parentalité. Au Québec, on a cette particularité-là qu'on a un congé de parentalité qui est annoncé, qui est assez clair, où on est supposé de pouvoir diviser le temps entre le père et la mère, mais c'est encore vu comme un congé de maternité où la femme peut décider à son gré de donner quelques semaines à la personne qui a la paternité de l'enfant. Dans notre société québécoise, on a encore une division sexuelle du travail, c'est-à-dire les femmes sont surtout dans certains secteurs, les hommes sont dans d'autres secteurs. Et c'est assez intéressant de voir que les métiers qui sont traditionnellement masculins, il va y avoir très peu de femmes à l'intérieur de ces métiers-là. Et les métiers qui sont traditionnellement féminins, il y a plus d'hommes qui se retrouvent là-dedans. Par exemple, en éducation, il y a quand même un pourcentage de professeurs masculins. Dans le domaine du soudage, par exemple, il y a beaucoup moins de soudeuses. Mais la division sexuelle du travail n'est pas juste à ce niveau-là, il est aussi au niveau de la reconnaissance. On a juste à penser à la différence entre un enseignant ou un ingénieur ou entre les médecins et les infirmières. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins femmes, mais il reste que traditionnellement, c'était les femmes sont les infirmières, les subalternes, et les médecins sont des hommes, les personnes qui prennent des décisions. C'est la différence un peu entre le care et le management. Et on a l'impression que les femmes, c'est naturel prendre soin des autres, c'est naturel s'intéresser à comment les gens vont. Donc, il n'y a aucune raison de donner de l'argent pour les gestes naturels d'une femme, alors que les hommes, ils sont forts, ils sont courageux, et ça, il faut le valoriser sur le plan du salaire. Et on se retrouve à l'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui est encore d'actualité aujourd'hui. On peut parler du plafond de verre aussi, le fait que les femmes se retrouvent moins à des postes de pouvoir. Et bien entendu, il y a certaines femmes qui ont des postes de pouvoir, mais on peut regarder la rémunération de la PDG de Desjardins et on la comparer avec la rémunération des autres personnes qui sont à la tête de banque. Il y a une différence assez majeure dans leur salaire. Puis ça n'a pas vraiment rapport avec l'économie, mais être une femme, c'est aussi subir des attaques misogynes violentes, se faire attaquer sur ce dont on a l'air et sur ce qu'on est plutôt que sur ce qu'on dit et sur ce qu'on fait. Maintenant, parlons d'austérité. Donc, le gouvernement a longtemps refusé d'admettre que ces mesures d'austérité avaient un effet sur les gens. Et d'ailleurs, il ne disait pas austérité, il disait rigueur. Alors nous, à l'IRIS, on a décidé de mettre en place un observatoire des conséquences des mesures d'austérité, austérité.iris-recherche.qc.ca. Et on a
recenser l'ensemble des mesures qui étaient annoncées dans les journaux, et c'était les mesures qui étaient annoncées par les hôpitaux eux-mêmes, les écoles elles-mêmes, les centres de services eux-mêmes, donc vraiment les mesures telles qu'elles étaient vécues sur le terrain. Depuis 2014, donc seulement depuis 1 an et demi, on se retrouve à avoir 4 milliards 82 millions et 27 000 $ en compression. Et ça représente, en fait, donc ça se retrouve dans plusieurs domaines. Il y a le développement local et régional, où on a coupé 712 millions. En éducation, on parlait d'un réinvestissement de 80 millions. Eh bien, c'est des coupures de 848 millions qu'on a vécues en 1 an et demi. En santé et services sociaux, où on nous dit que non, la santé, c'est préservé, la santé, c'est important, on parle de 1 milliard 842 millions de dollars depuis 1 an et demi. Et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, on parle de 3 218 000 $. Donc, qu'est-ce qu'on a coupé dans l'égalité entre les femmes et les hommes? Et là, on s'entend, c'est juste les choses qui ont été déclarées, recensées, qui sont dans les journaux. Et l'effet de l'austérité, ça se passe sur le long terme, donc on va continuer à ressentir ses effets. Mais on parle de la coupure, on a coupé le programme Chapeau les filles, où on encourageait les femmes à aller dans des secteurs non traditionnels. On a coupé les bureaux régionaux du Conseil du statut de la femme. On a coupé des campagnes publicitaires sur l'égalité entre les genres parce que, comme vous le savez, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est advenu. Et on a aussi des compressions dans des maisons d'hébergement. Avec toutes ces compressions qui ont eu lieu, le gouvernement a été forcé d'admettre qu'il y avait bel et bien des conséquences pour la population, et il a dit lui-même, notamment pour les plus vulnérables, mais que ça serait bon pour les investissements privés, donc ça valait la peine de le faire. Mais ça, c'est l'austérité en général au Québec. Et maintenant, parlons de l'austérité précisément sur les femmes. Et je dois dire qu'on s'est présenté, nous, les RIS, en commission parlementaire pour parler des mesures d'austérité. Et on est passé tout de suite après la FFQ. Et quand la présidente de la FFQ, qui était à l'époque Alexa Conradi, a demandé au ministre des Finances, vous savez, vos mesures ont des effets sur les femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Eh bien, le ministre lui a répondu, c'est impossible, nos mesures sont neutres et technocratiques, nous ne visons pas les femmes. Parce qu'on ne vise pas les femmes, eh bien, on n'a pas d'effet sur les femmes, c'est ça la logique du gouvernement. Eh bien, en mars dernier, mon collègue Simon Tremblay-Pepin et moi, on a fait une recherche où on a recensé toutes les mesures de relance et d'austérité depuis 2008. Et l'exercice était de voir ensuite à quel point cet argent-là, des investissements ou des coupures, des compressions, avait des impacts sur les hommes et les femmes. Par exemple, si on prend les CPE. Les CPE, est-ce que ça a un impact plus sur les hommes ou sur les femmes? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le nombre de familles monoparentales où il y avait un chef de famille qui était une femme, le nombre de familles avec un chef qui était un homme dans une famille monoparentale, et le nombre de familles où l'homme gagnait plus, la femme gagnait plus. Donc, on a pris toutes ces informations-là et on s'est dit, les CPE aident particulièrement les familles monoparentales et le conjoint qui gagne le moins. En partant de ces statistiques-là, on était capable de déterminer le pourcentage de l'argent qu'on investit ou qu'on retire dans les CPE, un pourcentage qui est attribué pour les femmes et un pourcentage qui est attribué pour les hommes. Pour la foresterie, on a regardé la composition de la force de travail en se disant que la foresterie n'avait pas un impact dans les services, mais plus dans les emplois, et on a réparti pour les gars et pour les filles. Alors, quand on pense relance, à quoi on pense? Bien, on pense à infrastructures, ressources naturelles, on pense à des grosses usines, bref, on pense à des jobs de gars, et effectivement, les gars ont reçu 4 milliards de dollars de plus que les femmes lors des mesures de relance. Et quand on pense à austérité, on pense services publics, écoles, hôpital, développement régional, donc des jobs de filles, mais pas juste des jobs. Quand je vous ai parlé des CPE, c'est aussi des services que les femmes utilisent. Et effectivement, les filles se sont fait couper 3 milliards de dollars de plus que les hommes. Donc, si on regarde ça, 4 milliards de plus pour les gars, 3 milliards de moins pour les filles, ça fait une différence de 7 milliards depuis 2008 dans les mesures que le gouvernement a mis en place. On peut voir aussi que quand on parle de dépenses, si on parle de dépenses dans le privé, on va parler d'investissement, et si on parle de dépenses dans le public, on parle de gaspillage. Donc, ça a cet impact-là. Et étrangement, le privé est majoritairement masculin et le public est majoritairement féminin.
Ça, c'est au Québec et c'est des impacts concrets, mais je vous ai dit que c'était pas juste accidentel, c'était structurel. Donc, dans cette étude-là qu'on a fait sur l'impact de l'austérité sur les femmes, on a ratissé plus large, on a regardé dans les pays européens où il y a eu des mesures d'austérité depuis 2008 et on a dégagé 4 rôles principaux de l'État. D'abord, l'État, c'est un État qui est employeur. Au Québec, une femme sur 3 qui travaille pour le secteur public et un homme sur 5 qui travaille pour le secteur public. Comme on peut le voir, il y a plus de femmes qui sont à l'emploi du secteur public que d'hommes. Donc, coupé dans les services publics, c'est coupé dans des jobs de femmes. En Espagne, par exemple, on parle de les plus grandes compressions ont été en santé, en éducation et en soins de longue durée. Les femmes se retrouvent à 67% à être des employés du secteur de santé, 73% en éducation et 87% dans les soins de longue durée. Le secteur public, c'est aussi un facteur de résilience économique parce qu'avoir un secteur économique fort, ben le secteur public n'est pas soumis aux aléas des crises économiques, donc on peut s'assurer d'avoir une bonne force de travail stable lorsqu'on a un secteur public qui est fort. Mais l'État est également le baromètre des relations de travail. Si l'État considère qu'il doit bien traiter ses employés, donner des congés de maladie, donner des vacances, etc., le secteur privé, généralement, se retrouve à compétitionner avec le secteur public, donc essayer de donner les mêmes avantages de travail. Donc, à travers l'austérité, ce qu'on a vu, c'est une certaine féminisation du monde du travail, c'est-à-dire les femmes sont majoritaires dans les gens qui travaillent au salaire minimum, qui travaillent dans des emplois précaires. Et là, présentement, la précarisation du travail se généralise, donc il y a de plus en plus de personnes qui ont ces mauvaises conditions de travail qui étaient jadis seulement pour les femmes. L'État est également un fournisseur de services, donc oui, il y a des femmes qui travaillent dans le secteur public, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent des services. On nous a promis, et on promet à travers le monde, que lorsqu'on va faire des compressions dans les secteurs publics, on va les faire sans affecter les services. Bien entendu, ça ne se peut pas. Sauf que non seulement on affecte les services, mais quelque chose qui est important de se rappeler avec l'austérité, c'est que bien qu'on nous dise que c'est pour économiser, bien qu'on nous dise que c'est pour favoriser la relance, la vraie raison de mettre en place des mesures d'austérité, c'est de changer les structures. Et changer les structures, par exemple, au Québec, si on regarde les CPE, qui est toujours un exemple qui est fascinant, on est en train de faire tellement de compression dans les CPE qu'on est en train d'enlever toute la spécificité des CPE. C'est quoi un CPE? C'est un endroit où est-ce que les très jeunes enfants vont pour se faire socialiser, pour se faire éduquer, pour apprendre des choses. C'est un système éducatif et non pas seulement un endroit où est-ce qu'on met nos enfants pendant qu'on va travailler. Mais en faisant des compressions à répétition, on enlève, par exemple, le fait de manger les enfants avec les éducatrices. Donc, ce facteur d'éducation-là est retiré et on retire l'éducation petit à petit. On transforme les éducatrices en garderie en gardiennes et on enlève cette capacité-là d'avoir un service public qui est de qualité. Ça fait juste un parking à enfants à tarif variable. Et justement, ce transfert-là, cette transformation des structures, cette transformation des services publics fait qu'on fait un transfert de la sphère publique à la sphère privée. Donc, tantôt, je disais que les femmes étaient celles qui faisaient le plus de tâches domestiques. Donc, qu'est-ce qui se passe si on décide de couper les services, couper l'aide aux devoirs, couper le service après l'école? Bien, on demande aux personnes qui s'occupent des enfants de s'occuper encore plus des enfants, qui sont ces personnes-là, malheureusement, encore majoritairement des femmes. Et c'est vrai en éducation, c'est vrai en santé, c'est aussi les femmes qui s'occupent le plus des personnes qui sont malades. Et c'est vrai pour la majeure partie des services publics. L'État est également un soutien financier. C'est l'État qui s'occupe de l'aide de dernier recours, des retraites aussi, et à travers les pays qui ont mis en place des mesures d'austérité, l'aide financière de dernier recours était retranchée au maximum parce qu'il n'y a rien qui encourage plus de sortir de la pauvreté que la pauvreté elle-même. Bien entendu, c'est complètement faux.
Les congés de parentalité aussi sont vus comme frivoles, donc on va mettre des règles de plus en plus difficiles à atteindre pour avoir droit aux congés de parentalité. On va couper les congés de paternité parce que c'est encore là très frivole d'avoir des congés de paternité quand on a déjà des congés de maternité. Et toutes ces transformations-là de l'État comme soutien financier a comme effet de réduire l'autonomie financière des personnes les plus vulnérables et donc par exemple, des femmes monoparentales. Le dernier rôle de l'État qu'on affecte avec l'austérité, c'est l'État gardien du vivre ensemble. Donc, c'est le plus flou, mais en même temps, j'ai envie de dire, quasiment le plus important. Est-ce qu'on est en train de faire un projet de société ou un projet de comptabilité? La question se pose. Dans plusieurs pays, l'égalité des sexes a été vue comme une dépense frivole. Donc, on coupe les agences qui font la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. On coupe les ressources pour femmes battues ou femmes qui ont des besoins particuliers. Et on se retrouve vraiment à faire que l'État, son seul rôle, c'est un rôle économique, c'est de s'assurer qu'il y a des investissements privés. Mais à travers le changement des structures, on se retrouve aussi à faire la promotion de la désolidarisation avec les plus marginalisés. Sortez-vous-en tout seul, vous êtes capable de vous débrouiller. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que le public, oui, de moins bonne qualité, mais pire encore, de façon parallèle, le public, c'est bon pour les pauvres. Les personnes qui sont de classe moyenne ou les personnes qui sont riches sont capables de payer pour aller chercher leurs services et devraient être capables de payer pour aller chercher leurs services. Et on va garder le public pour les plus pauvres, des plus pauvres comme solution de dernier recours. Pour les CPE, on y revient toujours, c'est aussi ça qui se passe avec les structures tarifaires qui encouragent, comme ma collègue Fanny le disait tantôt, les personnes qui ont les moyens à envoyer leurs enfants dans une garderie privée ou un CPE privé et donc de séparer les enfants alors que c'était vraiment un endroit de grande mixité sociale et culturelle, les CPE. On se retrouve également de passer d'un État-providence à un État gestionnaire, de passer de citoyen à consommateur, d'un idéal de démocratie à un idéal comptable. Et là, si on vient au projet politique de Couillard, Philippe Couillard, son livre préféré, c'est La 4e Révolution. Et La 4e Révolution le dit très clairement, le problème des sociétés occidentales, c'est qu'il y a trop de démocratie, les gens parlent trop, les gens cherchent trop de consensus et on n'avance pas et on n'a pas d'investissement privé. Fait que là, mon bout d'espoir, si on peut appeler ça de l'espoir, bien, je me pète les bretelles. L'espoir, c'est un peu à l'iris que ça se trouve. L'IRIS, sa mission, c'est de faire de la vulgarisation et d'encourager la réappropriation de l'économie. L'économie, ça appartient à tout le monde. Ça ne devrait pas être un discours qui appartient à certaines personnes qui l'utilisent pour faire de l'obscurantisme. Je pense que Claude l'a bien montré. Il y a plein de choses qu'on nous dit, mais finalement, on fait juste reculer un petit peu puis on se rend compte que ça se passe pas vraiment comme ça. Donc, l'IRIS, on n'est pas les seuls. ATTAC aussi fait du travail de vulgarisation, fait du travail pour que ça soit compréhensible puis qu'on se réapproprie ce domaine-là. Mais je pense que ça, c'est une chose qui est importante. Sauf qu'il y a une autre affaire, et là, c'est un peu plus général. Dans les mois à venir, on ne parlera plus d'austérité. Le gouvernement l'a dit, on s'en va sur le fleuve tranquille de la prospérité. Fait qu'on va essayer de nous faire croire à une prospérité qui est renouvelée. Mais il faut se rappeler, puis je pense qu'il faut le faire collectivement, tout le monde ensemble, que l'austérité, ça affecte sur le long terme. Les compressions qui ont été annoncées dans le passé ne sont pas toutes finies d'arriver et les conséquences des compressions qu'il y a eu dans le passé et qui continuent d'arriver vont continuer à se répercuter pendant longtemps. Les changements sont profonds et structurels. Donc, les réinvestissements qu'on va faire, même si on nous promet plein d'argent, c'est de l'argent sur un nouveau terreau, sur une nouvelle infrastructure et ça ne veut pas dire que si on investit plein d'argent en éducation, qu'on réinvestit de l'argent dans l'éducation que nous voulons collectivement. Mais rappelons-nous aussi que c'est par des gestes collectifs comme les chaînes humaines autour des écoles qui ont réussi à faire peur au gouvernement et que la solidarité, c'est plus fort que les baisses d'impôts. Merci.